quotidienne du CETIM, une heure de débat et d'échange sur les thèmes qui préoccupent les industriels. Quand on veut générer de l'énergie, on a l'embarras du choix. On a du solaire, de l'éolien, du nucléaire, du charbon, du gaz, du pétrole, de l'hydroélectricité et j'en oublie sûrement. À chacune de ces technologies, il y a des avantages et des inconvénients. Mais alors que le prix des énergies fossiles flambe et que la notion de souveraineté devient prépondérante, tout le monde se pose la même question. Quel mix énergétique choisir ? Nous allons essayer d'apporter des réponses avec nos deux invités du jour. D'abord, Éléonore Blondeau, qui est présidente du collectif Start-up Industriel, CSI France. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Lapara, fondateur de EcoAdapt. Bonjour. Une start-up du domaine. Alors, pour le mix énergétique, on attaque fort. Quel choix et quelle perspective de changement ? Moi, j'ai une question toute bête. L'énergie chère, est-ce que c'est une fatalité ? Éléonore. Alors, étant assez engagée pour la transition écologique, je trouve que c'est une opportunité de rendre nos systèmes de production et de consommation plus sobres, puisqu'en fait, comme les entreprises et les consommateurs doivent maîtriser leurs factures énergétiques, ils sont de fait obligés de s'inscrire dans une logique de sobriété, d'amélioration de performance de la production, mais aussi de la réduction de leur consommation. Donc pour moi, c'est plutôt une opportunité de revoir complètement nos systèmes de production et de consommation d'énergie, quelconque soit-elle. Laurent Lapara, vous, c'est un petit peu votre quotidien, des gens qui vont regarder ce qu'ils consomment. Ils viennent vers vous pour quelles raisons ? Des raisons économiques avant tout ? Ou bien parce que c'est cher ? Alors effectivement, je rejoins ce que dit Élodie. Bien sûr, il faut s'inscrire dans la sobriété. Aujourd'hui, on vient nous voir pour soit les besoins de reporting environnementaux qui deviennent un élément clé du reporting global des entreprises et de leurs relations avec leurs parties prenantes, leurs investisseurs, leurs clients, leurs employés, leur demandent des comptes sur leur sobriété énergétique et ils ont besoin de mesurer ces consommations. Bien sûr, depuis 3 mois, il y a une accélération folle à cause du prix de l'énergie et les industriels ont bien compris qu'à très court terme, on ne pourrait pas révolutionner ce mix et qu'il faudrait donc jouer sur les économies d'énergie. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est que les décisions qui sont en train d'être prises actuellement du fait de la crise économique, imagine si un jour celle-ci venait à se calmer, ce qui n'est pas gagné, les choix qui sont pris aujourd'hui finalement resteraient, puisqu'on ne s'amuse pas à changer son outil industriel ou son mode de consommation tous les 4 matins non plus, et que finalement les gens vont ayant gagné en performance, ces performances-là, évidemment, ils vont pas se dire ça y est, c'est plus, ça coûte moins cher, je recommence à dépenser l'énergie juste pour le fun. L'énergie n'est pas chère, je fais des fuites. Exactement, je trouve mes tuyaux. Non, donc ça c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, tous les changements qui sont en train d'être pris, même si la crise économique venait un petit peu à se calmer, finalement seraient durables et donc ça permet finalement le réalignement des enjeux économiques et écologiques, ce que je trouve est très intéressant. Ce qui se passe en ce moment avec la Russie, en gros, qui coupe certaines vannes, et puis nous coupons aussi le porte-monnaie. C'est un point de départ à une nouvelle réflexion, ou bien ça avait démarré avant déjà de se dire il faut absolument qu'on trouve des solutions ? Alors moi j'ai échangé encore hier avec un membre du COMEX d'un très grand groupe français, je pourrais pas citer, mais il me dit que concrètement, évidemment ils avaient déjà une réflexion sur le sujet, mais que là depuis 24 mois, 12 mois, 18 mois, il y a une accélération folle dans la décarbonation. Alors moi j'aime moyennement ce terme parce que je préfère parler d'industrie circulaire parce que c'est beaucoup plus global que juste l'enjeu énergétique. Mais effectivement il me dit nous on est en train de voir comment décarboner la moindre de nos usines à travers le monde. C'est pas que celles qui sont en Europe, finalement ce qu'ils sont en train de faire, ça impacte toutes leurs usines dans le monde et donc mettre en place des usines quasi autonomes en énergie, de revoir les process pour entre guillemets greenifier leur production de gaz, etc. Et ça c'est clairement des investissements qu'ils avaient prévu de faire dans les 5, 10, 15 prochaines années et qui finalement ils sont en train d'accélérer, mais de manière, il me disait, on n'a jamais été aussi vite dans le changement de nos modes de consommation de l'énergie. On le voyait, il y a des grands groupes comme Renault par exemple qui présentaient cette transition et le bilan carbone comme un truc central pour leur stratégie. Maintenant, ça déferle et ça tombe aussi sur les entreprises un peu plus petites, des ETI, des PMI, des choses comme ça. Après, il faut aussi voir que le gouvernement met de plus en plus de moyens, notamment via l'ADEME, pour accompagner cette transformation parce que
Une fois qu'on dit qu'il faut transformer, il y a beaucoup de gens, voilà, ils sont pas nés dedans. Nous, moi, je suis dans une génération, on est nés avec tous ces enjeux environnementaux et sociaux. On en entend parler depuis qu'on est né. Il y a des gens qui sont à tête d'entreprise où ils sont pas nés avec. Eux, à l'époque, c'était la transition numérique dont on leur rabâchait les oreilles, et donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, il faut renforcer, je pense, les accélérateurs d'accompagnement, de transformation des modes de production des industriels. Vraiment en mode formation, coaching, accompagnement pour leur expliquer les étapes par lesquelles il faut passer, parce que parfois, moi je suis dans le secteur du packaging, on va se dire dans une entreprise, ce qu'on voit le plus, c'est le gobelet jetable qu'il faut remplacer, alors qu'en fait, profondément, c'est le processus énergétique qu'il faut revoir si on veut vraiment avoir l'impact. Donc ça commence par mettre en place un bilan carbone, faire une ACV de son activité, et c'est en ayant ensuite une vision claire et chiffrée des impacts environnementaux qui sont donc de plusieurs natures, ça peut être effectivement l'impact carbone, mais ça peut être aussi les ressources, etc., qu'on peut commencer à définir un plan d'action. Et ensuite, les acteurs comme BPI France, l'ADEME, etc., ont un rôle ensuite de montrer le panel des solutions qui existent, parce qu'aujourd'hui, il y en a pléthore. Avant, on cherchait les solutions. Maintenant, il en existe pléthore. Je ne dis pas qu'il y a encore réponse à tout, mais aujourd'hui, on manque plus de solutions. Laurent Lampara, pardon. Vous, votre job, donc, c'est de fournir le matériel et les logiciels aux industriels pour compter leur consommation, toute énergie confondue, enfin en tout cas avec pas uniquement l'électricité. Les gens qui viennent vers vous, ils ont cette approche déjà. C'est juste une approche économique, ou ils ont une approche. Ils sont dans quel état d'esprit ? Je pense que il y a une prise de conscience que c'est un sujet sur lequel on ne pourra pas faire que de la communication. Il va falloir faire du fond et réduire réellement les consommations. Le point de départ pour eux, c'est une cartographie. Comprendre quel process consomme, dans quelle proportion, où sont les poids forts. Je rejoins l'exemple sur le gobelet plastique. Il peut être très visible, mais en réalité anecdotique dans la totalité du bilan. Nous, ce qu'on leur propose, c'est un GPS. Un GPS, ça permet d'aller au bon point en gagnant du temps par le chemin le plus court. Donc, on s'inscrit exactement dans cette logique. Et ce que l'on ressent, c'est que les grands groupes raisonnent à plusieurs temporalités. Il y a le très court terme, où là, on cherche les quick wins, les économies rapides, mais objectivement, on ne fera pas plus que 5 ou 10% d'économies avec ça. Ensuite, il y a le moyen terme. On va orienter des investissements vers tel type de source d'énergie. On peut remplacer du gaz par de l'électrique. On peut produire, on peut proposer de la génération de chaleur dans sa commune ou son territoire, quand on dispose de chaleur sur son site industriel. Ça sont plutôt des projets de moyen terme, et les projets de long terme appartiennent aux institutions, à l'État notamment. L'Allemagne a annoncé dans le cadre des événements récents qu'ils allaient accélérer leur transition vers 100% de renouvelables à horizon 2030. C'est un challenge qu'on ne perçoit même pas l'ampleur du challenge, mais ils l'ont annoncé. C'est extrêmement ambitieux. Et 2030, maintenant le temps long, c'est 2030. Et en France, on va évidemment s'inscrire dans le même type de trajectoire à un moment donné. Ouais. Alors justement, cette transition-là, elle doit se jouer à un niveau macro ou à un niveau micro. Là, manifestement, il y a plusieurs étages. Quand on est une entreprise, on peut par exemple envisager de produire sa propre électricité Alors, exactement, dans ces notions de temps court et temps long, dans le temps court, le temps très court, c'est faire des économies, ça peut être fait en quelques mois, 5-6 mois. 5-10% d'économie. À, disons, temps moyen, 2-3 ans, on peut équiper son site d'ombrières photovoltaïques, on peut commencer à auto-consommer et à donc définir le prix d'achat de l'énergie sur 20 ans, le temps d'amortissement de ce type d'investissement. Et là, on connaît déjà le prix auquel on va acheter. Si on veut aller plus loin, il y a d'autres dispositifs, d'autres technologies qui existent, mais à très court terme, ce sont les deux principales. Oui, Éléonore, je vous voyais acquiescer. Le changement, le remplacement d'une énergie par une autre, c'est une problématique que les entreprises à laquelle ils font face au quotidien. Oui, aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines sources d'énergie qu'il faut bannir, clairement, de notre mix énergétique. En fait, ces 80 dernières années, donc il y a des rapports d'IGIEC qui l'expliquent, on a découvert de nouvelles sources d'énergie, et au lieu de les soustraire à celles existantes qui étaient moins clean, on les a additionnées.
Donc j'ai plus les ratios, mais vous avez un super schéma de notre cher Marc Jean-Marc Jancovici qui explique vraiment cette croissance mais fulgurante en moins de 50 à 80 années de la croissance de notre mix énergétique. Donc on a additionné de nouvelles sources d'énergie qu'on ne connaissait pas, mais au lieu de les soustraire à des anciennes plus polluantes, on les a additionnées. Donc maintenant, c'est triste à dire, mais grâce à cette crise économique, on est en train de voir comment finalement les soustraire. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que quasiment aujourd'hui, pour un baril de pétrole, vous devez en consommer, je crois, entre 6 et 10. Donc c'est absurde en fait. On est arrivé à un point où en fait on consomme plus d'énergie à en produire qu'à en consommer. C'est ça. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant. Après, c'est pas je veux dire, un chef d'entreprise, il n'est pas censé être énergéticien non plus. C'est pour ça qu'il a besoin d'accompagnement. Il y a besoin d'avoir des experts qui peuvent conseiller sur quel est le bon mix énergétique pour mon entreprise. Où est-ce que je source cette énergie? Est-ce que je la produis moi-même? Est-ce que je l'achète à un tiers? Sur quel territoire? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est européen? Est-ce que c'est international? On peut aussi voir aujourd'hui que du fait des enjeux géopolitiques, ça peut aussi avoir des risques assez forts sur les chaînes de valeur des industriels. Donc voilà, il faut le chef d'entreprise, il n'est pas énergéticien, et on a beau avoir des super directeurs achats, ils sont pas tous non plus parfaitement calés sur ces sujets-là. Donc il y a un besoin d'accompagnement vraiment important, et donc de pouvoir financer ces accompagnements pour accompagner cette transformation. Ouais, il y a pas mal d'initiatives dans ce sens. On parlait tout de suite il y a quelques instants de la politique de l'Allemagne. Qui, elle, fait le choix du non-nucléaire. Nous, on a le nucléaire dans notre mix. Est-ce qu'on peut, raisonnablement, quand on est industriel, s'appuyer sur de l'éolien, du solaire et compléter avec de l'hydrogène, honnêtement? Alors, comme je disais, moi je suis pas experte calée sur l'énergie. Ce que je peux voir, en tout cas depuis toujours, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le photovoltaïque, c'était il y a bien longtemps. Mais clairement, la réponse est un mix. Déjà, il n'y aura pas une seule solution, et je pense aussi qu'en fonction des continents sur lesquels on se trouve, ce sera pas le même mix. Donc il faut pouvoir que chaque continent puisse adapter le mix à ses besoins territoriaux. Chaque entreprise aussi, parce que en fait, selon l'activité qu'on a, on n'a pas forcément besoin. Il y en a qui vont avoir besoin de gaz parce que c'est les machines qui en ont besoin et c'est comme ça. D'autres qui vont pouvoir tout passer en électrique. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas une seule solution. Le nucléaire a clairement une vraie valeur ajoutée sur la décarbonation. Après, il y a un challenge sur l'impact ressources du fait des déchets. Le charbon, on connaît son impact CO2, mais voilà. C'est disponible. Donc voilà, il y a plein d'enjeux sur le mix, mais je pense que le mix doit être régionalisé. Bien sûr, les territoires peuvent avoir des besoins structurels. Aujourd'hui, beaucoup de technos existent pour tel ou tel procédé et peuvent être compatibles avec différentes sources d'énergie. On peut avoir des presses à injecter électriques ou qui sont chauffées au gaz, des fours de peinture électriques ou au gaz, de la sidérurgie, on peut le faire au four ou au gaz. Et donc, les technos, je pense, existent. Ce qui manque aux industriels pour être capables d'appuyer sur le bouton, de déclencher des investissements de millions, dizaines de millions, qui vont les engager sur des décennies, c'est de la visibilité. Et je pense dire qu'on a probablement souffert d'un manque de clarté sur la vision moyen terme du mix, notamment en France, où il n'a jamais été clair de savoir si on continuait le nucléaire ou pas. Quand on sait que c'est l'énergie qui, a priori, est structurellement la moins chère, ou tout du moins à un coût comparable à celle du solaire, évidemment, avoir plus de visibilité permet de se projeter en se disant, on sait qu'on va sur de l'élec, on va être tout électrifié, on sait que c'est la solution dans 20 ans, et donc les industriels pourront investir. Si tous les 5 ans, on change de cap, on va rester dans du statu quo, on va rater la transition énergétique. Le fait que la programmation environnementale devienne un axe, un point central de la stratégie du gouvernement, c'est une bonne nouvelle, Éléonore? C'est une belle annonce. On espère de voir que ça fait.
Vous aussi, vous avez... Oui, évidemment. On attend de voir les mesures concrètes. Moi, j'ai relativement confiance dans la mise en œuvre réelle de cette transition. D'une part, elle est portée par des décrets européens. On n'est pas dans l'industrie, on est dans le tertiaire, mais on a le décret BACS qui impose clairement des efforts. Et ça concerne toute l'Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne concerne pas que les futures installations, ça concerne la base installée, la base existante. On peut s'attendre à ce que la France ou l'Europe mettent réellement sur la voie de cette transition énergétique. Le fait de courir après l'hydrogène, alors c'est pas le sujet du jour, hein, mais cet élan qu'il y a dans toutes les technologies qui sont liées à l'hydrogène, c'est pareil, c'est comment dire, c'est très positif. Je pense qu'effectivement, vu la situation dans laquelle on est, il faut pouvoir étudier tout type d'énergie. L'hydrogène a cet avantage de pouvoir être multi-usage pour du stockage, vecteur de chaleur, pour plein d'usages différents. Donc je pense qu'il faut l'étudier. Après, il faut avoir une solution qui soit pas, encore une fois, pire que finalement ce qu'on avait déjà avant et qu'elle vienne bien en soustraction d'énergie plus polluante et non pas en addition de ce qui peut déjà être utilisé. Et je pense que surtout ce sur quoi il faut travailler, c'est avant tout comment réduire et optimiser les consommations d'énergie. Parce que finalement, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a toujours des nouvelles sources d'énergie qui sont petit à petit développées ou des nouvelles applications à certaines sources d'énergie qu'on trouve. Mais ça ne va pas à la vitesse de la lumière non plus. Et donc, je pense qu'il y a par contre un gros travail à faire sur comment économiser, réduire la consommation d'énergie sur tous les pans de notre industrie. On parle beaucoup d'économiser de l'énergie, récupérer de l'énergie, c'est aussi une solution intéressante a priori. Alors on le fait sur des voitures, c'est facile, enfin sur les choses tournantes, c'est plutôt facile. C'est des technologies qui sont aussi dans la tête des industriels. Clairement, oui, on peut le faire, comme vous le dites, sur les machines tournantes. On le fait aussi assez bien sur les procédés thermiques, récupérer de la chaleur issue d'un groupe froid, issue d'un compresseur. Il y a même des dispositifs d'État mis en œuvre par l'ADEME et le système des C2E qui encouragent ce type d'investissement. Et ça fonctionne plutôt bien. On a des clients qui vont utiliser la chaleur latente de leur four sidérurgique pour pour chauffer leur ville, en fait. Voilà. Donc ce sont des investissements à 10 ans, 15 ans, à peu près. Ils ont besoin de visibilité, de dérisquer cet investissement par du financement à taux préférentiel ou voire en equity. Mais aujourd'hui, il y a des vrais exemples qui naissent et il faut s'en féliciter, je pense. C'est hallucinant, hein. On va au nord de la Suède ou de la Finlande, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on utilise la chaleur des hauts fourneaux pour chauffer les maisons en hiver, et il fait pas très chaud en hiver en Finlande. On finit par se dire que c'est une bonne solution chez nous, enfin. C'est de l'écologie territoriale, en fait. Ça, on le voit avec les hauts fourneaux, on peut le voir aussi avec les data centers, qui sont aussi pareils, qui produisent beaucoup d'énergie, qui peuvent être utilisés pour chauffer des quartiers. Donc c'est vraiment rentrer dans ce mode où vraiment les collectivités ont un rôle très important d'aménagement de leur territoire. Et c'est pourquoi mettre les industriels au fin fond, très très loin des habitations, en fait on se rend compte que c'est un petit peu pas forcément la meilleure solution, parce que si on les rapprochait des villes, ça permettrait de raccourcir les distances entre les lieux de production nouvelles d'énergie qui sont pas vraiment des lieux où ils pourraient être consommés et réintroduits dans nos réseaux. Donc il y a un vrai besoin à ce que les collectivités reprennent conscience du rôle qu'elles ont d'aménagement de leur territoire et de développer aussi parce que les industriels ont besoin de ressources humaines et qu'il y en a marre de pas pouvoir y aller en transport en commun ou en vélo ou de devoir prendre sa voiture pour aller à l'usine. Donc même pour des questions de ressources humaines, et on sait très bien que dans l'industrie c'est un sujet clé, même si maintenant c'est quasiment dans toutes les filières. Donc il y a un vrai enjeu de revoir complètement l'aménagement en fait du pays et au niveau de chaque, moi je dirais métropole ou région, et de pas mettre d'un côté l'industriel, de l'autre côté les services, de l'autre côté les habitations, et de vraiment plutôt envisager des boucles beaucoup plus vertueuses à l'échelle de 30 minutes d'un territoire. Oui, ça sert à rien d'avoir des usines qui polluent moins si tous les employés viennent tout seuls dans leur voiture diesel. Exactement. Pour venir travailler en 3/8. Effectivement. Dans la dernière partie, on va peut-être s'intéresser
aux pistes technologiques qui existent justement pour changer et développer notre mix énergétique aussi bien au niveau macro que peut-être plus micro, parce que c'est ce qui intéresse plutôt les industriels forcément, hein, c'est au niveau de chez eux. Donc question bête, comment faire mieux dans chacune des disciplines, j'allais dire, enfin en éolien, en solaire, en hydro, en nucléaire, etc. Il faut quoi? Faut avant tout économiser de l'énergie. Oui, c'est sûr que le plus on économise d'énergie, le plus on réduit les besoins d'investissement sur la transition du mix, sur toutes les autres problématiques. Et les gisements, alors je pense que l'ADEME les quantifie extrêmement bien, je ne connais pas les chiffres exacts, mais les gisements sont suffisamment importants pour justifier des investissements et des investissements qui en plus sont souvent aidés par des dispositifs, on parle de C2E, on parle de fonds chaleur, pour que les temps de retour sur investissement soient compatibles avec les attentes des industriels, 5 ans, 8 ans à peu près. Donc aujourd'hui, voilà, tout ça, ça a été mis en place. Franchement, bravo à tous ceux qui ont mis en place ce cadre-là. Les industriels l'adoptent de plus en plus et il faut évidemment continuer. Ça fera peut-être 20, 25, 30% d'économie, donc une bonne partie du chemin. Et ensuite, il faut bien sûr assurer la transition du mix énergétique sur la partie restante. Au sein même de l'entreprise, la clé pour vous, c'est la supervision, hein, c'est vraiment... Alors nous, bien sûr, c'est ce que l'on fait, c'est notre vision. L'exemple, je pense, qui résume le mieux, c'est quand vous avez un GPS, vous consommez moins d'essence. Et vous gagnez du temps. Si vous lui faites confiance. S'il fonctionne bien, s'il est bien calibré, si les informations qu'il vous donne sont de qualité et que vous savez aussi l'utiliser, le lire, exploiter les données qu'il vous donne. Nous, c'est ce qu'on essaye de fournir. On essaye d'expliquer le plus court chemin pour aller faire ces économies que l'on attend. On essaye de factualiser avec des chiffres qui reviennent en temps réel et qui ne sont pas juste des notes de calcul, on le sait tous, elles sont souvent un peu théoriques et souvent biaisées dans l'intérêt d'une partie, on va dire, d'un vendeur d'équipement par exemple. Nous, on fournit la cartographie temps réel, le GPS temps réel, et on essaie d'indiquer le meilleur chemin, celui qui va être le plus rapide, le moins consommateur de capital et d'investissement, et offrir les meilleurs retours. L'analogie avec l'automobile est intéressante parce que pratiquement tout le monde utilise une automobile, donc forcément et essaye de faire des économies d'énergie, utiliser des solutions qui consomment moins et utiliser un GPS. Effectivement, tout le monde voit ce que ça peut apporter. Il y a cette histoire de supervision. Alors forcément, ça implique du matériel qui va avec. Vous proposez le matériel, les compteurs, etc., qui vont avec cette supervision. C'est bien beau de suivre, mais il faut d'abord capter. Absolument. Il faut se baser sur de la mesure fiable. Vous savez, on a quand on débarque dans un site, on a souvent des débats de comptoir. Moi, je crois que c'est tel atelier qui consomme beaucoup. Moi, je crois que c'est celui-là. Et puis, assez rapidement, on met les chiffres sur la table, on pose les courbes de charge des équipements, et puis on dit, là, par exemple, cet équipement consomme la nuit, ou cet auxiliaire, cette pompe fonctionne quand le four est arrêté, ou telle presse est arrêté alors que la centrale hydraulique continue à tourner, et les gens ne nous croient pas. Ils disent mais non, attendez, je connais mon process. Attendez, regardez les chiffres, regardez les courbes, et là on fait un reset et on part sur une méthodologie basée sur des faits, basée sur des mesures, et c'est extrêmement important puisque la consommation d'énergie, si on ne la regarde que sur la facture, elle est très abstraite, et après c'est l'imaginaire qui construit des idées reçues, sur la base d'idées reçues, des idées souvent fausses. Voilà, on apporte de la clarté, on apporte des éléments factuels et on crée une discussion qui engage toutes les parties prenantes sur le site, qu'il s'agisse des ingénieurs, qu'il s'agisse des opérateurs, qu'il s'agisse des personnes qui gèrent les process type ISO 50001 et autres, et ça crée une dynamique de confiance sur la base de données fiables. Formaliser le lien entre la conso et le comportement des machines et des hommes, finalement. Éléonore, là on voit une start-up qui est clairement sur la problématique. Ce mix énergétique, cette histoire d'énergie, j'imagine qu'il y a beaucoup de start-up qui se lancent dessus. Vous avez des exemples ?
Dans le mix énergétique, effectivement, il y a beaucoup de solutions logicielles qui sont développées. Il y a aussi, mon voisin ici, il développe son propre capteur et donc il y a des enjeux d'industrialisation derrière ces produits physiques. Donc je crois qu'ils sont produits à Saint-Malo, c'est ça ? Absolument, on est très fiers de produire en France. Voilà, et donc effectivement, il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui souhaitent produire en France leurs solutions industrielles, que ce soit des produits ou des procédés, mais qui rencontrent aujourd'hui pas mal de freins dans leur développement, et donc il y a besoin aussi de créer un écosystème adapté à cette accélération. Et donc dans l'énergie, évidemment, on peut citer Symbio qui développe la pile à combustible hydrogène, mais on a aussi, je suis assez spécialisée hydrogène aujourd'hui, mais il y a Maxi, il y a Hype, il y a HRS, Genvia. Finalement, il y a énormément de... Enfin, quand on veut faire la transition écologique, elle est avant tout industrielle. Il faut revoir l'ensemble des produits et services qu'on utilise au quotidien. Et ceux-là, ils sortent pas de nulle part. À la base, il y a souvent une base hardware. Même tous nos PC et nos téléphones, avant d'être de la data, ils sont un produit matériel. Et donc, on peut pas faire de transition écologique et donc aujourd'hui énergétique sans revoir vraiment les modèles de production qui vont derrière. Et donc il y a une vraie volonté des start-upers industriels de produire en France ou à minima en Europe. Il y a un vrai challenge sur tout ce qui est capteur électronique qui est quand même clé dans notamment le sujet de l'énergie. Mais il y a quelques startups françaises qui essayent de contribuer à ce qu'on maintienne un savoir-faire qui est quasiment disparu aujourd'hui sur cet enjeu-là. Et donc on espère qu'elles seront soutenues parce qu'elles s'inscrivent vraiment aussi dans la souveraineté de notre pays. Et quand on voit les crises géopolitiques dans lesquelles on est en ce moment, c'est quand même important. Oui, et puis c'est vrai que les startups qu'on soutient ou qu'on met en valeur depuis des années, elles sont plutôt dans le service, dans le logiciel, etc. Moins sur le hardware. Et pourtant, le hardware, les mécaniciens le savent bien, le matériel est important. Utiliser des données, c'est bien, mais il faut les collecter, quoi. Y a Exactement. Rien à faire. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est une petite digression technique, mais qui, je pense, est un éclairage intéressant pour beaucoup de gens qui, très rapidement, classent le hardware dans de la commodité, des choses qui sont complexes et dont on n'aime pas trop s'occuper, et qui pensent que le software est la solution reine. C'est là où on va parler d'IA. D'ailleurs, on parle souvent plus de A que de I dans l'IA. Enfin, c'est ce que je vois le plus souvent chez les gens qui en parlent le plus. Et je voudrais rappeler que le hardware, c'est avant tout en fait du software. C'est-à-dire qu'on a des composants électroniques, évidemment, mais derrière, il faut les programmer. On met du firmware dessus, du code informatique dessus, et on peut avoir une extrême valeur à implémenter au plus près ce qu'on appelle le edge computing, au plus près du capteur, des équipements, le code informatique. Et aujourd'hui, c'est une transition et sur laquelle la France est plutôt bien positionnée. On a des très très bonnes compétences en système embarqué et aujourd'hui, on a vraiment des clés pour tirer notre épingle du jeu là-dessus. Il faudrait quand même développer le pool d'ingénieurs en système embarqué, parce qu'ils sont quand même très rares à réussir à dénicher, notamment quand on est start-upers industriels, justement. Donc vouloir produire en France, c'est bien beau, mais il faut avoir les compétences. Donc il y a un vrai enjeu de développer des ingénieurs en système embarqué, mais aussi plus simplement des écoles de production pour avoir des usineurs, des caristes, des gens qui, en fait, sans ces gens-là, l'usine elle marche pas, quoi. Donc c'est très important d'avoir vraiment des formations adaptées à tous les niveaux d'études, parce que dans une usine, un cariste, un manut, un OP sont aussi importants qu'un ingé qui va développer le process au départ. Ouais, on a beau dire, mais pour ça, on a besoin de la mécanique. En fait, la mécanique a besoin de ces technologies, et pour les développer, il faut des mécaniciens finalement. En fait, c'est un écosystème. Il faut arrêter de classifier ça c'est mieux que l'autre. Non. Aujourd'hui, un projet, une société, elle a besoin aussi bien de scientifiques, de philosophes, de commerciaux, d'ingénieurs, d'opérateurs. En fait, il faut arrêter d'opposer, de dire moi je suis un opérateur, Mais en fait, moi personnellement, si j'avais pas quelqu'un à un moment donné qui avait assemblé mes deux bouts de tissu pour mes chaussures, cette personne-là, elle doit être payée beaucoup moins que moi au quotidien, mais n'empêche que si elle avait pas été là pour faire ça, j'aurais pas de chaussures aujourd'hui. Et donc il faut arrêter de dénigrer certains métiers, en fait. Un couturier, un cordonnier, même pas quelqu'un qui fait l'entretien d'un bâtiment a autant de valeur qu'un ingénieur, etc. Et si tous ces gens-là disparaissaient demain,
je peux vous dire qu'il y aurait des centaines de personnes qui seraient bien dans la merde. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les robots pour faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et même quand on les aura, il faudra derrière les réparer, ces robots. Et puis les acheminer, et les nettoyer, etc. Donc en fait, il faut arrêter de classer des métiers les uns par rapport aux autres ou des compétences les uns par rapport aux autres. Tout le monde a la même valeur et c'est ensemble qu'on doit se mettre autour de la table pour avancer et développer un outillage industriel qui soit adapté aux besoins de la société. Oui. Un outil, enfin un robot ou un logiciel, il ne saurait rien si on leur a pas appris quelque chose. C'est tout bonnement ça. Oui, et puis après qu'on sache l'utiliser et qu'il réponde à un besoin au départ. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un vivier d'emploi important dans cette transition-là, après tout. Mais en fait, c'est tout à fait ça. Il y a... À condition d'avoir les compétences. Les compétences, tout à fait, et donc les formations adaptées. Il y a notamment un énorme aujourd'hui marché du réemploi et de la réparation qui sont en train de se développer. Et donc, il nous faut des réparateurs. Et ça, c'est des gens qui en fait démontent des outils pour en fait en récupérer les pièces, les remonter sur d'autres machines. Et ça n'a pas forcément besoin d'un haut niveau de formation. Néanmoins, c'est un vrai enjeu dans la transition écologique des outillages industriels et des machines et des services qu'on utilise au quotidien. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Laurent Lampara, vous, concrètement, vous avez besoin de quoi ? En termes de ressources humaines, par exemple, oui. D'ingénieurs. Alors pas que. On a bien sûr le site de production à Saint-Malo qui a C'est un bon atout déjà. Hein. Oui, bien sûr, qui a tout type de profil. Nous, on se concentre beaucoup sur des ingénieurs pour le cœur de la technologie. On a en France des très très bonnes filières, des très très bonnes formations, donc on est plutôt très bien servi. On fait beaucoup de R&D dans des solutions de maintenance prédictive sur du traitement du signal, des choses extrêmement avancées qui sont en train d'être brevetées. On est très bien accompagné par le dispositif. C'est une vraie chance que l'on a finalement d'être en France. Et donc nous, on est très heureux là-dessus, même si, bien sûr, attirer les talents, ça reste un challenge et il faut arriver à se différencier. Alors bien sûr, l'énergie aujourd'hui, c'est un vrai facteur d'attraction, mais ça ne suffit pas. Il faut proposer une culture d'entreprise qui va casser les codes, qui va offrir plus de flexibilité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec peut-être un peu de succès, je ne sais pas, mais pour le moment, on est plutôt très content. Je vais vous poser une question très très simple. Un mot-clé à propos de ce mix énergétique. Pour vous ? Le réseau. Le réseau de transport et de distribution, je pense que c'est un peu le sujet que l'on risquerait d'oublier et c'est un vrai bottleneck, si vous me permettez cette expression anglaise, sur cette transition énergétique. Goulot d'étranglement. Hein. Goulot d'étranglement, pardon, merci. Voilà, il ne faudra pas l'oublier, c'est très long de le changer. Aujourd'hui, si on veut accueillir la décentralisation de la production, il faut accélérer la transition du réseau. Éléonore, pareil, un mot-clé selon vous ? Oui, sobriété. Sobriété et juste quantité. C'est vrai, en fait, on aura moins d'enjeux du mix si on en consomme moins. Et finalement, donc ces dernières années, on a vraiment vu la démultiplication des sources d'énergie, mais aussi des challenges autour de la gestion, du stockage, du traitement, de la distribution de cette énergie. Finalement, si on en consomme moins, ça réduirait les problèmes. Voilà, et ce sera très bien, aussi bien pour le porte-monnaie que pour la planète. Donc vraiment, c'est le mot sobriété. C'est à l'usine comme à la maison en fait. Hein. Exactement. Allez, moi j'en ai un de mots-clés, c'est stockage. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est le Graal, clairement. Celui qui arrive à craquer ce sujet va régler le problème. Parce qu'il y a une chimère ou un idéal qui est on concentre énormément de panneaux photovoltaïques sur des zones très ensoleillées. Il suffit de quelques centaines de kilomètres carrés pour subvenir aux besoins du globe. Et si on sait convertir ça en matière transportable, pas de l'hydrogène ou autre, et que l'on peut ensuite le transporter facilement et le distribuer, on a résolu le problème. Donc c'est le Graal. Aujourd'hui, on n'a pas de solution viable. Il y a énormément d'efforts de recherche, de capital investi sur le domaine. C'est assez difficile de dire si on va craquer ce sujet et surtout quand. Ouais, c'est surtout, enfin, le pire, c'est que les technologies polluantes issues des fossiles, typiquement, c'est finalement assez facile à stocker. Hein. Franchement. Oui, et ce qui est très intéressant, il existe par exemple aujourd'hui une technologie power to gas. On prend de l'électricité et on crée du gaz.
son rendement est pas du tout satisfaisant, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan économique. Mais si demain on arrive à gagner 2-3 ordres de grandeur sur l'efficacité de cette technologie, on va résoudre tout le problème du stockage, par exemple. C'est encore quantité de champs de développement et du coup de création d'entreprises sur des domaines nouveaux. Et le fait aussi de rapprocher, encore une fois, de revoir l'aménagement d'un territoire, ça permet aussi de réduire peut-être aussi ses besoins en stockage. Stocker moins. Puisqu'on peut immédiatement réemployer sans avoir cette phase de stockage entre les deux. Donc ça aussi, ça, je pense, a un rôle clé pour l'avenir. Oui, soit pas stocker du tout, utiliser tout de suite, soit stocker des petites quantités, parce qu'on va pas très loin. On va chauffer le voisin, ou en tout cas la piscine de la municipalité à côté de l'usine.